L'un des exemples les plus frappants de ce que certains appellent ici l'optimisme aveugle du gouvernement Buchanan, pour bien saisir l'ampleur du débat sur la syndicalisation des pêcheurs en Nouvelle-Écosse. Ce serait l'ironie suprême si M. Mulroney réussissait à convaincre M. Turner de siéger au Sénat. Est-ce que ce ne serait pas ça, une façon de donner le signal aux Canadiens qu'il faut faire des choses? Bien d'abord, M. Cormier, c'est ça que je vais faire dans mon budget. On va appeler Bernard de Rome pour nous entendre sur notre plan de converse. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Bernard. Il reviendra maintenant à d'autres juges de décider s'il s'agit là d'une erreur en droit. Nous voici sur la ligne de front, la zone franche qui sépare les talibans de l'Alliance du Nord. On ne pensait pas que c'était probable que la foule réussisse à se rendre au Parlement, qui était quand même gardé par des centaines de policiers. L'autre question est de savoir si Vladimir Poutine va se servir de ce second mandat pour concentrer davantage de pouvoir au Kremlin. Ici, à Ramallah, la foule a envahi l'esplanade de la Moukata, où sera enterré Yasser Arafat. Michel Cormier, Radio-Canada, Québec, Paris, Moscou, Pékin, Shanghai. Il est au service de l'information et des Canadiens depuis 33 ans. Michel Cormier en a fait du chemin pour comprendre et expliquer les faits essentiels et marquants de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Directeur de l'information de Radio-Canada depuis 2012, il part demain à la retraite après une carrière qu'il considère bénie des dieux. À la veille de son départ, il m'a accordé cette entrevue. Alors, Michel Cormier, c'est toujours un exercice assez délicat d'interviewer quelqu'un qu'on connaît bien, parce qu'en toute transparence, il faut dire qu'on a longtemps travaillé ensemble. J'ai été réalisatrice avec vous sur le terrain, parce qu'avant de devenir directeur de l'information, vous avez eu une longue carrière de journaliste sur les collines parlementaires, à Ottawa, à Québec, à l'étranger aussi. D'abord, j'aimerais revenir un peu sur ces années-là. Si je vous demandais les moments marquants de cette époque-là, d'abord peut-être sur la colline parlementaire à Ottawa, qu'est-ce qui vous revient en tête surtout? Moi, j'ai vécu les grandes années de politique à Ottawa, le lac Meach, la création du Bloc, enfin, la démission de Lucien Bouchard, le référendum de 1995. Donc, c'était des années où on sentait que le Canada était vraiment à la croisée des chemins. Donc, c'était des années complètement fébriles, stimulantes. Et moi, j'ai travaillé à la fois pour le réseau anglais et ensuite pour le réseau français. Donc, j'avais un point de vue, si on veut, assez unique dans le sens où je pouvais interpréter un peu le Québec pour un auditoire anglophone et après interpréter un petit peu aussi comment se sentait le Canada anglais pour un auditoire de Radio-Canada. Donc, vous avez été l'interprète des deux solitudes. Semble-t-il, oui. Et par la suite, vous êtes parti à l'étranger. Vous avez fait carrière à Moscou, à Paris, à Pékin. Des moments marquants de cette période-là? Est-ce que si je vous demande une couverture peut-être qui vous a transformé comme journaliste pendant cette période-là? Bien, ça a été la guerre en Afghanistan. J'ai traversé la frontière du Tadjikistan et de l'Afghanistan 2 semaines après les attentats de New York, donc, et on a abouti dans le village où Massoud, le grand chef rebelle, avait été assassiné. On a même vécu dans la maison de Massoud. Et cette couverture-là m'a changé parce que, pour la première fois, j'étais vraiment devant la vie à son état brut. Et on ne savait pas ce qui allait se passer. C'était un pays qui était en guerre. Et il fallait trouver des sujets et les incarner à travers les gens qui vivaient cette situation-là. Et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est à quel point les choses sont compliquées. Parce qu'il y avait des moudjahidines, il y avait des guerriers qui étaient des alliés des États-Unis contre les talibans. Mais au plan culturel et religieux, étaient plus proches des talibans que des Américains ou des Occidentaux que nous étions. Alors, c'est là qu'on se rend compte finalement que on est mieux de ne pas juger, de laisser ses préjugés de côté, de tenter de ne pas avoir une vue simpliste des événements. Et ça m'a rendu beaucoup moins cynique aussi, je pense, comme journaliste. Parce que lorsqu'on voit une femme, par exemple, qui a 8 enfants, qui est réfugiée dans le Nord, qui vit dans une tente et qui est enceinte et qui a hâte de donner naissance à un 9e enfant, on se rend compte que la vie, finalement, a une résilience qu'on ne soupçonne pas et qu'il faut respecter ces choses-là et tenter de simplement en rendre compte, et c'est déjà quelque chose. Et ça a transformé votre façon de travailler? Je pense que oui, parce que j'y allais avec beaucoup moins d'a priori. Et je pense que ça m'a aidé à être plus à l'écoute des gens, plus à l'écoute des situations, des contextes qu'on voit, et donc de savoir aussi que la vie n'est pas perfectible, que l'imperfection est vraiment la norme, et qu'il faut pas juger ou être trop demandant, si on veut, des gens qu'on couvre ou qu'on croise sur notre chemin. Vous êtes par la suite, quand vous êtes rentré, devenu directeur de l'information, alors que vous arriviez donc de l'autre côté un peu de l'équation, sur le terrain. Est-ce que votre expérience sur le terrain a influencé un peu la façon dont vous avez dirigé
dans un contexte où on était en pleine compression budgétaire constamment à Radio-Canada. Est-ce que ça a influencé votre façon de voir votre rôle comme directeur? Bien, instinctivement, je me suis dit il faut protéger les budgets de voyage qui permettent à des journalistes comme vous d'aller sur le terrain pour rendre compte de ce qu'on vit. C'est sûr qu'on plane au-dessus d'une grosse structure, qu'il y a beaucoup de coûts, il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de services. Mais au fond, je me suis dit, il faut continuer à privilégier le terrain parce qu'on est les yeux et les oreilles du public, au fond. On les amène là où ils ne peuvent pas aller. Et si on se prive de ça, on se prive de la mission fondamentale de Radio-Canada. Alors, si en quelque part mon expérience terrain m'a servi, je pense que c'est pour ça. J'avais quand même un faible pour le reportage. Les choses ont quand même beaucoup évolué en un court laps de temps, peut-être, à partir de l'époque où vous étiez sur le terrain, la façon dont le terrain se couvre maintenant. Évidemment, il y a toutes les nouvelles technologies, les réseaux sociaux aussi qui font concurrence. Comment vous voyez cette évolution-là? Bien, au début, on essayait de tout faire. Demander aux gens, il faut faire de la radio, de la télé, du web, être sur Twitter et tout ça. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on faisait fausse route avec cette approche-là et qu'il fallait sortir un petit peu de cette bulle du 140 caractères de Twitter, des alertes. Enfin, il faut quand même le faire, mais que c'était plus important d'investir dans le reportage de fond qui nous permet de comprendre les enjeux. Et on se rend compte que les gens ont soif de nouveau de ça, que finalement, l'instantanéité de l'information, c'est avec nous maintenant pour longtemps, mais que ce n'est pas que ça, que les gens, ils veulent être au courant de ce qui se passe immédiatement, mais ils cherchent aussi à comprendre le pourquoi des choses. Alors, depuis quelques années, surtout avec le réinvestissement fédéral, ça nous a permis quand même de réinvestir davantage dans les longs reportages. Et d'ailleurs, le téléjournal se porte mieux depuis qu'on vous permet, à vous et à d'autres, de faire des reportages de 6, 7, 8 minutes qui amènent les gens avec vous sur le terrain pour comprendre le sens des enjeux. Alors ça, je pense que ça a été un passage important et je sens qu'on est quand même sur la bonne route avec cette approche-là. De façon plus générale, plus globale, peut-être sur la situation de l'information ici au Canada, mais ailleurs dans le monde, ce danger-là, il existe encore. Le danger de l'instantanéité, les difficultés que ça pose aux médias plus traditionnels qui doivent de plus en plus justifier leur existence, qui sont aussi souvent accusés d'être maintenant les porteurs de fausses nouvelles. Comment vous percevez un peu la situation? Bien, c'est le grand défi du journalisme, c'est le grand défi démocratique aussi. Et on n'est pas les seuls joueurs là-dedans. Alors, on vit dans un contexte de mésinformation. Il y a les fausses nouvelles, évidemment, les gens qui tentent de manipuler les nouvelles de façon volontaire, mais il y a aussi toutes sortes de fausses informations qui circulent aussi sur l'Internet. Alors, les gens aussi qui s'informent seulement auprès de leurs amis, en se partageant chacun des contenus qui ne sont pas vérifiés. Alors, à travers ça, comment garder la pertinence du journalisme et d'un diffuseur public, c'est le grand défi de notre époque et c'est important. Et Radio-Canada a un rôle très important à jouer au moment où les autres médias privés ont de la difficulté à survivre financièrement. Alors, on se doit, nous, de s'assurer qu'on est les leaders en crédibilité de l'information, en vérification des faits, de s'assurer qu'on explique davantage comment on fonctionne, c'est quoi les choix qu'on fait, parce qu'il faut développer aussi une relation beaucoup plus forte avec notre public. Alors, par exemple, le fait qu'on vous demande parfois de faire des Facebook Live avec le public lorsque vous êtes sur le terrain, ça, ce sont des moyens qui nous permettent d'établir une vraie relation avec le public et ça, c'est payant. Mais on est dans une époque qui est vraiment très importante et incertaine pour l'information et ça a des répercussions aussi sur la vie démocratique parce que si on n'a pas de journalisme fort, qui est le chien de garde des institutions publiques, bien, c'est à ce moment-là que tout ça peut déraper. Vous avez publié des essais principalement sur les endroits que vous avez couverts au cours de votre carrière. Vous parlez de vie démocratique. Est-ce que ça, vous le constatez justement dans ce contexte-là? Une espèce de montée des populismes, par exemple? Là où il y a quand même un danger supplémentaire, c'est beaucoup de ces régimes se servent justement des réseaux sociaux ou des nouveaux moyens de l'Internet, justement, pour non seulement contourner les journalistes ou la presse libre, si on veut, mais pour aussi subjuguer des populations. En Chine, maintenant, les policiers se promènent avec des verres qui permettent d'identifier les gens. Alors donc,
il y a des éléments positifs à ces développements technologiques-là, il y a des éléments qui sont négatifs. Alors, c'est sûr que tout ça a une influence sur la vie démocratique. Et je dois dire que je trouve un peu ironique, après avoir, parce qu'on a fait aussi ensemble beaucoup, c'est de suivre un peu l'évolution des sociétés dans ce contexte-là, en se disant est-ce que ces pays-là iront davantage vers le libéralisme ou pas? Et maintenant, la grande question, c'est est-ce que nos démocraties même ne vont pas déraper vers des modèles qui sont moins libres, alors qu'on pensait tous que l'Internet allait être le grand libérateur, finalement, du 21e siècle. Vous partez à la retraite. Est-ce que vous avez des plans pour l'avenir? Est-ce que vous allez continuer de vous intéresser à ces questions-là d'information et de démocratie? Tout à fait. Alors, je me dirige vers l'enseignement universitaire, vers l'édition un peu, l'écriture quand même de livres, parce que ça donne cette liberté-là, mais j'ai aussi l'intention de m'impliquer beaucoup dans la poursuite de cette réflexion-là sur le journalisme et de participer à des groupes qui se préoccupent de l'avenir du métier dans un contexte plus large de démocratie. Michel Cormier, merci. Je vous en prie.